comment une connaissance complexe, parfois austère, peut-elle être appréhendée ou interprétée par une personne qui est dépourvue de cette culture spécifique? Est-ce qu'on est capable de créer un savoir à partir d'un non-savoir? Et quelle est l'influence culturelle dans l'interprétation d'un savoir qui est autre? Cela a donné lieu au poster-goûter. Donc, les étudiants sont allés voir les chercheurs qui ont déjà une renommée mondiale dans 3 domaines spécifiques, la nanorobotique, les nanosciences et l'environnement, et la mécanique quantique et les ordinateurs quantiques. Parce qu'on a fait sortir les chercheurs de leur laboratoire pour les mettre à la table des publics et puis ensuite pour leur faire expérimenter un petit jeu sur la transmission de la parole scientifique. Ce projet est d'autant plus important cette année puisque l'on fête l'année de la physique. Donc CNano est vraiment enchanté de pouvoir associer l'événement au CNRS et à l'année de la physique, ainsi que tous les organismes de recherche. Par exemple, à Sorbonne Université, Stéphane Régnier a ouvert les portes de son laboratoire, l'ISIR, et Sinan Ayo a présenté ses activités de recherche, donc à travers un exposé scientifique. Et après, ils ont eu la chance de visiter les laboratoires et de voir effectivement les réalisations directement au contact des chercheurs. Les chercheurs, lors d'une rencontre, avaient 2 heures pour expliquer son savoir, sa connaissance, sa recherche aux étudiants. À la suite de cela, les étudiants sont rentrés à l'école Estienne. Ils avaient 2 mois pour développer un poster scientifique, le poster scientifique du chercheur, mais à partir de leurs connaissances propres. Donc le résultat correspond en fait à la représentation graphique de ce qu'ils ont compris. C'est un enjeu pour nous qui sommes graphistes et créateurs d'images, entre autres, de réussir à interpréter ça et à en proposer des images. Ce sont donc 24 étudiants très motivés mais peu connaisseurs en sciences. Tout le travail a été de rendre compte en fait, de ces recherches de la façon la plus précise possible. Alors nous, on a vraiment appliqué tous les domaines où la microscopie haptique fait lieu. Donc c'est vrai que le scientifique nous a parlé de la médecine. Le cancer peut être étudié grâce à la micro-haptique en déplaçant justement certaines cellules. Et nous, on a montré ce que ressemblait une manette de la microscopie haptique. Je me suis vraiment basé sur les croquis qu'ils nous avaient montrés. On réadapte ces croquis à notre style, le style de bande dessinée, pour justement que ça soit ludique envers les gens qui ne connaissent pas la microscopie haptique. Dans la façon dont Bernol nous a expliqué tout ça, en tout cas personnellement, c'était l'aspect super didactique. Il a ramené des objets en bois et il a dit c'est un collier de perles, et presque comme s'il parlait à des enfants. Il nous a montré aussi avec ces objets-là et c'était extrêmement clair. Ces objets en bois, ils représentent des molécules cycliques qui peuvent se mettre peuvent s'enfiler autour d'un fil moléculaire. Donc on a choisi en fait des morceaux de bois coloriés. Il y a une imagerie technique qui est utilisée par les scientifiques, mais il n'y a pas de réelle représentation graphique qui sont établies déjà. Là, on a pris la liberté de prendre la forme générale qu'on nous avait présentée, expliquée. On l'a un peu réinterprété en donnant de la transparence, de la texture, de la couleur. On doit aussi avoir quelque chose qui est attrayant. Et donc là, vu qu'il n'y a pas forcément de référence, c'est là qu'on peut s'amuser. Moi, j'ai été assez inspiré par Vasarely, l'art optique, donc qui joue sur la déformation des formes géométriques et les couleurs très très fortes. On a mis des supports qui aideraient à expliquer ce que c'est que la superposition et l'intrication, parce que c'est des concepts vraiment clés, mais qui sont difficiles à saisir. Les éléments de discussion vont servir à explorer en fait, la communication et ses limites. J'avoue que je n'ai pas compris ça. J'ai trouvé très bien. Je trouve qu'ils ont compris l'essentiel de ce qu'on a discuté, que je les ai montrés au laboratoire aussi. Et donc, ils ont bien retranscrit dans les posters que je trouve en plus esthétiquement très jolis. Lors du second dispositif, le nanorumeur, nous allons explorer comment les biais cognitifs et les biais d'interprétation peuvent modifier la parole scientifique. Le public devient acteur. On prend 2 scientifiques, en les cas Charles-Antoine et Nathalie Lingy-Guigui, qui expliquent un concept scientifique, et puis
on verra comment l'information, au fur et à mesure, se détériore. Et à la fin, l'information sera décryptée par Albert Muckeberg, qui est docteur en neurosciences et spécialiste des biais cognitifs. L'intrication quantique, c'est la superposition quantique, la coexistence d'états physiques contradictoires simultanés pour plusieurs choses, mais de telle sorte que les états de ces choses soient parfaitement complémentaires lors d'une mesure. En gros, c'est la coexistence entre deux états physiques opposés sur des objets différents. Donc typiquement, un objet qui va à gauche et à droite en même temps. Ensuite, c'est l'effet d'une mesure sur celui-ci. L'intrication quantique, qui, je sais pas, une étude apparemment, donc des particules, droite et gauche, qui vont interagir entre elles, et c'est l'étude de ces interactions de particules qu'on va étudier et qu'on va déduire, je ne sais quoi. On va déduire quelque chose. Voilà. Charles-Antoine a parlé 4 minutes, le premier participant 55 secondes, 33 secondes, 30 secondes, 20 secondes. La première hypothèse, et qui est la plus simple, c'est que ça va se raccourcir au cours du temps. Quand on a une familiarité mais qu'on ne comprend pas la complexité du sujet, et comment c'est juste les informations très intuitives qui restent présentes. Donc quand la lumière arrive sur une surface d'or, comme c'est une onde, les électrons qu'il y a dans l'or, la matière est composée d'atomes, et les atomes, il y a des électrons à l'intérieur. Donc quand la lumière arrive sur cette surface, les électrons, ils vont se mettre à danser comme la lumière et ils vont faire une onde. Cette onde, ça s'appelle un plasmon. La lumière, c'est à la fois une onde et une particule. Une onde, ça fait comme ça. Et une particule, c'est ce qu'on visualise un petit peu comme une petite bille. Pour les scientifiques, c'est les deux en même temps, même si on a tendance à dire que ça peut être l'un ou l'autre. Là, ce qui nous intéresse, c'est la lumière en tant qu'onde. J'ai compris qu'il y avait une première partie avec des plasmas, mais là j'ai pas compris grand chose. Après j'ai compris qu'il y avait la deuxième partie où il y a donc c'est là où il y a les fameuses nanoparticules qui arrivent. Il y en a deux. Il y en a une qui est en métal, donc là manifestement c'était en or, qui reçoit des lumières, des ondes, je sais pas, rouges, et qui va du coup les ressortir en bleu par exemple. C'est pas ça du tout. Quand on est en train de faire de la vulgarisation scientifique, parfois on se dit qu'on veut sursimplifier ou on veut simplifier pour que ça soit compréhensible. Le danger dans la sursimplification, c'est justement que la personne puisse s'approprier et commencer à mettre ce qu'elle a envie de mettre dedans. Donc par exemple, je sais pas, j'ai vu des gens qui vont prendre un concept comme l'intrication quantique et utiliser ça pour expliquer la télépathie. C'est ça qui est intéressant. Giancarlo disait quelque chose qu'on étudie beaucoup en sciences cognitives, que plus il y a de simplification, et de la simplification ça veut dire un manque d'information, moins d'information, et moins il y a de l'information, et plus on peut interpréter. La sursimplification mène à la surinterprétation.